Bonjour à tout le monde. Il nous fait plaisir pour ceux qui s'accrochent au colloque international à cette heure-ci qui nous arrive de vous souhaiter la bienvenue à tous pour ce colloque international. La parole maintenant va être donnée à Martin Boucher, qui est le directeur général des communications numériques gouvernementales au secrétariat à la communication gouvernementale du ministère du Conseil exécutif. Il va nous parler du défi que représentait Québec.ca. Merci, Martin. Merci. Alors, c'est lancé. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça va? Oui. Alors, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Comme a expliqué Isabelle, mon titre est officiellement directeur général des communications numériques du gouvernement du Québec. On évolue dans une entité gouvernementale qui s'appelle le secrétariat à la communication gouvernementale. Donc, il faut savoir qu'au Québec, dans toutes les ressources, le personnel qui travaille en communication est regroupé au sein d'une seule entité. Donc, et ensuite, le personnel en communication est affecté à différents ministères, ministère de l'Éducation, de l'Économie et compagnie. Mais l'ensemble du personnel de la communication est embauché et fait partie du secrétariat à la communication gouvernementale. Et ce secrétariat-là relève du ministère du Conseil exécutif, comme le disait Isabelle en introduction. Le ministère du Conseil exécutif, c'est le ministère du premier ministre du Québec, donc qui est l'élu chef d'État, si on veut, du Québec, donc le grand patron. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui en particulier notre projet Québec.ca. Le projet Québec.ca fait partie d'une grande stratégie gouvernementale dont la mise en œuvre s'est amorcée il y a environ 4 ans. La stratégie de communication numérique du gouvernement du Québec visait justement à réinventer, on l'a entendu ce matin, réinventer la relation entre l'État et le citoyen. Et on a, dans cette stratégie-là, proposé plusieurs blocs d'initiatives, notamment le développement des médias sociaux intitulés Gouvernement du Québec. Plusieurs ministères étaient déjà présents dans les médias sociaux, mais l'entité Gouvernement du Québec ne l'était pas il y a 4-5 ans environ. Il y a aussi un volet qui concerne le développement des compétences et l'attraction des talents, l'attraction de la main-d'œuvre, particulièrement en communication numérique. On avait aussi un volet d'intégration du numérique dans les campagnes de communication, les campagnes publicitaires du gouvernement du Québec. Donc, cette idée d'introduire la pratique ou l'utilisation, le recours à des médias numériques de façon un peu plus marquée. On avait aussi le projet de créer un espace d'expérimentation pour élaborer nos stratégies et valider nos livrables, parce que ce qui sous-tend en fait l'ensemble de notre stratégie, c'est le fameux virage citoyen dans les communications gouvernementales. Et pour s'assurer que ce virage citoyen-là s'opère pour vrai, ça nous prend des données et ça nous prend faut faire de la recherche auprès des citoyens. Donc, on a mis sur pied ce qu'on appelle, nous, un laboratoire d'expérimentation. En fait, le laboratoire, c'est pas un lieu physique avec des scientifiques avec des sarraux, mais il s'agit d'avoir un programme d'expérimentation pour faire justement de la validation en temps réel de ce qu'on propose aux citoyens, s'assurer qu'il y a adéquation entre les besoins des citoyens et ce que le gouvernement produit.
Et bien sûr, ben, le dernier, non le moindre, la dernière composante de notre grande stratégie, c'est le projet québec.ca. Et le projet québec.ca vise à unifier l'ensemble des sites web du gouvernement du Québec dans une seule plateforme unifiée. Et vous voyez à l'écran un peu le portrait actuel ou le portrait, on espère qu'il s'améliore depuis 3-4 ans, mais à l'origine, et c'est ce qui a déclenché un peu le projet, c'est ce constat-là que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire qu'on a dénombré au gouvernement du Québec plus de 800 sites web différents. Donc, ce qui est particulier de voir, c'est que à l'époque, les citoyens étaient devant une vitrine numérique qui était à la fois très éclatée. On voit la courte pointe que ça crée, mais aussi on avait une vitrine qui était organisée en fonction de notre structure administrative. La structure administrative, l'organigramme du gouvernement. Donc, un ministère X avait son propre site web, un ministère Y avait son propre site web. Donc, les citoyens sont devant une vitrine éclatée et structurée en fonction de l'organisation, non pas en fonction de leurs préoccupations. Alors, le défi, on le devine, c'est de ramener tous les contenus dans une seule plateforme qui est non pas conçue en fonction de notre organisation, mais conçue en fonction des besoins des citoyens. Donc, vous imaginez tout de suite un certain nombre de défis, notamment des défis en termes de rédaction, en termes de contenu, gestion de contenu. À partir du moment où on incorpore l'ensemble des contenus dans une seule plateforme et qu'on s'assure que cette plateforme-là est tournée vers les besoins des citoyens, on change complètement la façon de présenter des contenus. Donc, au lieu de présenter d'emblée la structure du gouvernement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de présenter une arborescence avec des thèmes, donc des idées d'information et de services pour guider les citoyens vers justement ces services-là ou les éléments de contenu correspondants. Donc, en changeant cette façon d'organiser les contenus, ben, on devine qu'on a beaucoup de discussions à l'interne, on change la façon de travailler, d'appréhender les contenus et surtout, on identifie beaucoup de doublons, par exemple, de contenus qu'il faut traiter et finalement, on ne fait pas que du copier-coller, prendre les contenus dans les différents sites web et les amener dans une logique unifiée. On réorganise les contenus, on réécrit les contenus, on élimine les doublons et surtout, on s'assure qu'à chaque intégration, ben, on est en lien avec les besoins des citoyens. Donc, on procède petit à petit, donc contenu par contenu, sujet par sujet, parce qu'on inverse un peu la structure d'organisation de contenu, parce qu'on décide de proposer davantage des thèmes, ben, il arrive souvent qu'un thème donné peut concerner plusieurs ministères à la fois. Donc, c'est un exercice intéressant de collaboration entre différents ministères. Puis notre rôle, c'est un peu d'animer cette collaboration-là pour faire en sorte que, oui, ça nous complique un petit peu la vie à l'interne, mais cet effort-là de complexité un peu accrue de notre côté fait en sorte de simplifier la vie des citoyens. Et je mentionne tout de suite que la structure d'information que vous allez voir à la page d'accueil de québec.ca, les différents thèmes et sous-thèmes, ont été élaborés en faisant un exercice de consultation des citoyens. Donc, ce n'est pas notre équipe
qui, sur un tableau blanc avec des étiquettes, ont élaboré la structure que vous voyez sur québec.ca. On a fait ce qu'on appelle un atelier de tri de cartes avec des citoyens. Donc, on a fait participer les citoyens qui nous ont dit, en fait, comment eux voyaient l'organisation des contenus, des contenus gouvernementaux. Donc, ce qu'on a proposé dès le départ, dès le lancement de québec.ca, c'est une organisation de contenu qui a été élaborée en fonction des besoins des citoyens et on s'assure qu'à chaque cas d'intégration, à chaque fois qu'on intègre un bout de contenu qui provient d'un ministère donné, on fait des tests. Donc, on fait constamment des tests pour s'assurer que ce qu'on introduit comme nouveauté tient la route, pas en regard de nos considérations internes, de nos souhaits, mais en regard des besoins des citoyens. Donc, le Québec.ca, l'amorce de Québec.ca a été lancée en juin 2018 et bien sûr, après le lancement, on était à l'écoute pour entendre les réactions suite au lancement de cette nouvelle plateforme-là. Et donc, ce qu'on avait comme commentaire, ce qu'on recevait comme commentaire suite au lancement de Québec.ca, c'est ce que vous voyez à l'écran. Les gens étaient en général un peu perplexes, pour dire le moins. Donc, on parlait de sans saveur, sans photo, plutôt monotone, manque d'humanité, anonyme. Donc, vous devinez le principe. Là, on avait un certain... les gens étaient un peu perplexes à la vue de la nouvelle plateforme québec.ca. Mais ce qu'on s'est rendu compte et ce qui était intéressant, c'est que ces perceptions-là venaient essentiellement de l'interne, donc du personnel du gouvernement. Et quand on observait les réactions des citoyens, quand on était à l'écoute des citoyens, puis on recevait les commentaires, on entendait une toute autre histoire. Donc, les citoyens, ce qu'ils nous disaient, c'est que c'est facile, c'est rapide, c'est efficace, c'est simple, c'est dégagé. On nous disait même enfin, on respire. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont de vraies réactions, de vrais citoyens, de vrais personnels à l'interne. Donc, vous voyez à l'écran notre grand défi, c'est-à-dire qu'il y a une fracture j'appelle ça une fracture de perception ou de point de vue entre l'interne, ce que nous, au gouvernement, on souhaite diffuser comme image, qu'on souhaite diffuser comme vitrine numérique, qu'est-ce qui nous fait plaisir ou qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir comme effet. Mais il y a aussi le point de vue des citoyens. Donc, on parle de fracture parce qu'il y a souvent des différences assez radicales entre les perceptions des deux groupes. Alors, notre défi, outre le défi de rédaction et de gestion de contenu, notre défi, c'est de réconcilier ces deux points de vue-là. Donc, de faire entendre la voix des citoyens à nos collègues à l'interne au gouvernement. C'est un peu dans ce sens-là qu'on fait des expérimentations, qu'on fait des expériences ou des tests avec notre laboratoire en expérience utilisateur. Donc, la transformation, on dit que ce qu'on est en train de faire, c'est un projet de transformation numérique des communications gouvernementales. Et encore une fois, ce dont on se rend compte, c'est qu'un projet de transformation numérique n'est pas un projet de technologie, mais c'est un projet humain. Donc, c'est une aventure humaine plus qu'une aventure technologique. Ce qu'on met de l'avant et ce sur quoi on met de l'énergie, c'est davantage sur la réconciliation des points de vue internes avec les points de vue des citoyens
beaucoup plus que des prouesses technologiques. Donc, j'ai vu une question, comment testez-vous la validité des contenus et sa présentation en lien avec les citoyens, groupe de citoyens participants, sondage? Je vais en parler un peu plus tard dans la présentation. Puis, je vous invite à poser votre question à nouveau si jamais je n'ai pas répondu à votre question. Donc, comme j'expliquais, la majeure partie de nos efforts concerne ce qu'on appelle la résistance au changement, beaucoup plus que, par exemple, la partie technologique ou encore la partie que j'appelle production, là, le travail effectif de préparer et travailler les contenus. La partie rouge là, concerne ce que j'appelle, moi, de la résistance au changement, mais de la résistance que j'appelle de bonne foi. Quand on est dans un projet où on doit changer des pratiques, on change les pratiques pour les communicateurs, mais on change aussi, on essaie de faire évoluer les attentes qu'on a à l'égard des communicateurs. Donc, c'est un mouvement qui dépasse la fonction de la communication, ou même des technologies. C'est une transformation gouvernementale. Donc, oui, les communicateurs doivent évoluer, adopter des nouvelles pratiques, changer leur perspective, mais aussi les autorités, toutes les directions avec lesquelles on travaille doivent aussi moduler leurs attentes en regard de la communication et de la communication numérique de façon spécifique. Donc, virage citoyen, évolution des pratiques, implique nécessairement une forme de résistance au changement. Et moi, je fais, comme je disais tantôt, une grande différence entre la résistance, la vraie résistance au changement et ce que j'appelle la résistance de bonne foi. C'est quoi la résistance de bonne foi? Ben, c'est cette idée qu'à force de faire des démonstrations, à force de faire de l'expérimentation, et de discuter avec nos collègues en échangeant des références aussi. Donc, en apportant des données probantes, ben, on réussit à rallier les gens. Donc, il ne s'agit pas de les forcer ou de les entraîner de façon obligatoire, mais d'échanger avec eux, puis de faire entendre la voix des citoyens par différentes sources. Et ben, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que cette résistance-là s'estompe à mesure qu'on accumule des démonstrations. Donc, c'est pour ça que je parle de résistance de bonne foi versus une vraie résistance. Donc, quand on fait ce genre de grande manœuvre-là, on serait porté à se dire, à se décourager peut-être devant la tâche de convaincre un grand nombre de personnes, mais il faut comprendre qu'il y a vraiment deux types de résistance. Donc, j'ai voulu illustrer, évidemment, le graphique que vous voyez là n'est pas un graphique ultra scientifique, mais je pense qu'il est représentatif de la quantité d'efforts, l'énergie au quotidien qu'on doit allouer aux questions de perspective et de perception comme telle. Donc, presque 80% de mon temps à moi se situe dans la partie rouge, dans les discussions et les perceptions, rallier les perceptions et les perspectives à l'interne. Et quand on parle d'apporter des éléments, des données probantes, ben, je vous en partage quelques-unes qui sont des constats, des données probantes qui influencent grandement la façon dont on s'y prend pour élaborer des contenus. Ben, c'est le fait que la majeure partie du trafic des visiteurs qui viennent sur québec.ca proviennent d'une recherche, notamment dans Google. Donc, sachant que la majeure partie des citoyens accèdent à québec.ca, non pas par la page d'accueil pour ensuite naviguer dans québec.ca, les citoyens accèdent directement
au bon contenu, à la bonne page, par le moyen d'une recherche dans Google. Donc, ce constat-là amène l'importance de la qualité des contenus et de la qualité de la rédaction, surtout de l'adéquation entre les contenus et la terminologie, par exemple, utilisée par les citoyens, ce qui fait du sens pour les citoyens. Donc, là, on devine toutes les discussions qu'on peut avoir à l'interne à l'égard du jargon, des acronymes, du niveau de langage. Donc, ce qu'on va chercher ici, c'est avoir vraiment une adéquation entre les préoccupations des citoyens qui ne savent pas nécessairement que ce qu'ils cherchent comme contenu et service va se trouver sur un site de gouvernement, mais qui forcément va y arriver par une recherche. Donc, l'élément qui est le plus significatif aujourd'hui pour rendre un contenu et un service visible, c'est d'investir sur les contenus, alors que de façon classique, quand on veut attirer l'attention sur un contenu ou un service, bien, on fait de façon classique, on fait une campagne publicitaire, par exemple. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est priorisons le travail sur les contenus, sachant qu'il y a une grande part des visiteurs qui viennent de Google et qui accèdent directement au contenu. Donc, ça, c'est un exemple de constat, de constat statistique. Donc, ce n'est pas notre orientation, c'est une lecture d'un phénomène qui se passe pour vrai. Alors, quand on fait des présentations à l'interne, on partage ces constats-là. On explique ensuite pourquoi on a une politique éditoriale, pourquoi on mise sur des contenus qui sont accessibles, qui sont exempts de slogans, par exemple, et tout. Donc, à l'interne, on peut trouver que ces orientations-là briment un peu la créativité, mais au contraire, on fait en sorte de rendre les contenus encore plus visibles parce que plus on rédige des contenus en lien avec les besoins des citoyens, plus on est gagnant dans la relation entre l'État et les citoyens. Il y a aussi plusieurs initiatives au gouvernement et quand on a mis de l'avant la stratégie de communication numérique, on a découvert qu'il y avait plusieurs projets au gouvernement de ce qu'on appelle des projets de guichet unique. Donc, à un certain moment, il y avait 9 projets en même temps de guichet unique. C'est pour ça qu'on fait un peu la blague des guichets de moins en moins uniques parce que à mesure où il se multiplient des projets de guichet unique, on trouvait ça un peu spécial de voir que chaque projet est appelé guichet unique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand un ministère donné souhaite faire un projet de guichet unique ou imagine un projet de guichet unique, l'idée est toujours bonne au départ parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler à un seul endroit des contenus qui sont en lien avec un thème. Par exemple, l'apprentissage du français pour les nouveaux arrivants, ça peut être un projet qui concerne l'emploi, ça peut être un projet qui concerne la justice. Donc, on a différents thèmes, on a différents plans stratégiques. Il faut multiplier les projets de simplification et d'accès pour les citoyens. Donc, on a souvent l'idée qui est très bonne, de rassembler à un seul endroit des contenus qui concernent un thème en particulier. Quand je dis rassembler, c'est-à-dire que, par exemple, prenons l'exemple d'apprendre le français, bien, il y a dans ce thème-là des contenus qui proviennent du ministère du Travail, d'autres contenus qui proviennent du ministère de l'Éducation, d'autres contenus qui proviennent du ministère de l'Immigration. Donc, le citoyen est devant, encore là, chacun a son site web, donc doit se débrouiller pour trouver l'ensemble des contenus. Donc, on veut faciliter la vie en créant un guichet unique. Et nous, ce qu'on observe, c'est que à vouloir décloisonner des vases clos qu'on observe, on est en train de créer d'autres vases clos aussi par le fait qu'on multiplie ce genre de projet-là. Alors, chaque ministère qui a un projet de guichet unique n'est pas nécessairement au courant
des autres projets en cours dans d'autres ministères. Donc, notre position au conseil exécutif nous permet de prendre connaissance de l'ensemble des projets et de se dire, on va faire le regroupement des contenus, mais au lieu de le faire dans une entité numérique ou un nouveau site web, guichet unique, on va faire cette intégration-là dans québec.ca directement. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on a un seul guichet unique, c'est québec.ca. On se rend compte aussi que dans la réconciliation des perspectives, là, il y a une grande, grande différence entre penser aux citoyens, donc avoir une préoccupation pour la relation entre l'État et les citoyens, puis concevoir en fonction des besoins des citoyens. Donc, moi, je ne connais personne au gouvernement du Québec qui ne pense pas aux citoyens. Tout le monde est bien intentionné et souhaite améliorer le sort et améliorer la relation entre les citoyens et l'État. Mais souvent, les façons de faire, les pratiques qu'on met de l'avant sont pas vraiment axées sur les besoins des citoyens. Donc, je donnais l'exemple tantôt des guichets uniques. Donc, l'intention est toujours très bonne, mais le moyen employé n'est pas toujours adéquat. Donc, il y a une transformation aussi des méthodes à mettre de l'avant qui est en cours. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est en gros et bien humblement, dans le courant des projets, dans le développement de Québec.ca, c'est, comme je le disais tantôt, de baser nos décisions sur les besoins des citoyens. Et ce qu'on essaie stratégiquement, c'est de faire entendre la voix des citoyens, faire entendre les voix des citoyens dans nos comités de travail, mais aussi dans nos échanges avec nos collègues dans les ministères et les organismes. Donc, c'est quoi la voix des citoyens? Comment on mesure ça? Et là, je fais le lien avec la question de Mme Gagnon. On étudie les statistiques de fréquentation. Ça, ça donne une indication. Ça ne nous donne pas toutes les réponses. Souvent, les statistiques de fréquentation nous soulèvent des questions, n'apportent pas nécessairement de réponses, mais moi, je dis souvent, les statistiques, ça nous dit le quoi, mais ça ne nous explique pas le pourquoi. Donc, il faut faire d'autres démarches pour obtenir des indications à propos de la voix des citoyens. On a aussi les rétroactions, on compile les rétroactions, que ce soit des rétroactions dans les médias sociaux ou dans le bas de chacune des pages de Québec.ca, les citoyens peuvent s'exprimer à savoir est-ce que la page a été utile, oui ou non, et on peut laisser un commentaire. Et moi, je peux vous dire que des commentaires, les citoyens nous en laissent beaucoup. Une autre activité qui est très intéressante, j'ai parlé tantôt du tri de cartes, l'atelier de consultation des citoyens pour l'élaboration de la structure de contenu de Québec.ca. On fait aussi toutes sortes d'autres tests, notamment des tests utilisateurs. Donc, on va valider nos hypothèses de conception d'interface, mais conception aussi de contenu et d'arborescence de contenu. Donc, avant de mettre en ligne une nouvelle branche de contenu, on va valider ces hypothèses-là avec un test utilisateur. Donc, on va être à la recherche de ce qui fonctionne plutôt que de faire un test pour vérifier si on avait raison dans nos hypothèses. Donc, on est vraiment, quand on dit qu'on est tourné vers les citoyens, c'est qu'on est à la recherche de ce qui fonctionne pour les citoyens. Puis c'est un peu notre quête, c'est de se dire, on négociera pas entre nous. Il ne s'agit pas de négocier, de convenir entre nous de ce qu'on veut mettre sur notre site web, sur québec.ca, mais c'est de, ensemble, aller voir ce que les citoyens ont comme besoin, puis ensemble faire des démarches. Donc, quand je dis ensemble, c'est notre équipe, mais aussi avec les collègues des directions de com, de communication dans les ministères et les organismes. Donc, souvent, ces études statistiques-là, les rétroactions, les tests utilisateurs, c'est fait en collaboration, en grand groupe, pour qu'on puisse constater, voir les phénomènes, les constater ensemble.
Et là, je fais une distinction importante entre des démarches qui vont valider la compréhension des citoyens, non pas l'opinion des citoyens. Donc, je parlais tantôt d'employer les bonnes pratiques. Souvent, quand on entend parler d'un projet, on propose de faire un sondage d'opinion ou de faire, par exemple, un groupe de discussion, un focus group, pour valider des hypothèses d'ergonomie ou d'utilisabilité. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une opinion des utilisateurs parce que ce genre de consultation-là ne reproduit pas le contexte réel d'utilisation et il peut avoir des différences importantes entre l'opinion, donc qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse si on demande une opinion, et de vérifier vraiment l'utilisabilité ou la convivialité en situation réelle d'utilisation. Donc, on veut davantage observer les citoyens que de leur demander leur opinion à l'égard de l'utilisabilité. Donc, un mot à propos de la pandémie, on ne peut pas ne pas en parler. La pandémie a certainement accéléré les choses. On a parlé en introduction. Il y a des mots-clés là, qui reviennent souvent dans la gestion de la communication numérique en pandémie. Il y a des mots-clés comme rapidité, convivialité et cohérence. Donc, c'est des grands défis. En temps normal, c'est des grands défis, mais en temps de pandémie, où là, il y a une situation d'urgence. Donc, il y avait au départ de la pandémie un danger de s'égarer et d'oublier finalement nos grands principes là, de cohérence et de qualité des contenus, de convivialité des contenus. Et très tôt dans le dossier de la pandémie, on a mis de l'avant une section spécialisée dans québec.ca et on a évidemment centralisé l'ensemble des contenus relatifs à la pandémie. Ce qui fait que plutôt que chaque ministère diffuse des contenus en lien avec la pandémie dans les sites web locaux, ben on a voulu créer un espace d'information et de services centralisé. Et durant la pandémie, quand je parle de la voix des citoyens, ben on l'a écouté, la voix des citoyens, tout au long de cette pandémie-là, qui n'est pas encore terminée, malheureusement. Puis je vous donne une idée des données qu'on accumule et qu'on a accumulées durant l'année, environ l'année 2019-2020. Ben, on a 80 000 questions qui proviennent des médias sociaux. Je parlais tantôt des rétroactions, la possibilité pour les citoyens de faire des commentaires. Donc, il y en a eu plus de 500 000 rétroactions des citoyens directement sur québec.ca. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait, on connaît la page d'où provient la rétroaction, donc on est capable de mesurer au moins la satisfaction des citoyens et on est capable d'identifier surtout les opportunités d'amélioration. On a fait 4 grandes opérations de tests utilisateurs et de refonte en pleine pandémie. Pourquoi? Parce qu'au départ de la pandémie, on avait une seule page. Avant que ce soit une pandémie, le coronavirus, on l'appelait coronavirus, on ne l'appelait pas le COVID-19. Ben, c'était une maladie, une pathologie, puis on avait documenté ça sur une seule page, mais on devine qu'à mesure que la crise s'intensifiait, on a ajouté beaucoup de contenu à propos des programmes aux entreprises, des programmes d'aide aux citoyens, les mesures qu'on mettait de l'avant, les directives. Donc, cette page-là unique est devenue rapidement une section. Donc, il fallait s'assurer qu'à mesure qu'on ajoute des contenus, qu'on ajoute des pages, il fallait s'assurer que les citoyens s'y retrouvent. Donc, on a fait 4 vagues de tests et de refonte et on devine qu'en temps de pandémie, les gens sont
sont tous très nerveux et il y a une épidémie parallèle en blague que j'appelle l'épidémie des bonnes idées. Donc, c'est sûr que dans un contexte de crise, tout le monde nous suggère toutes sortes de bonnes idées. Vous devriez faire X, vous devriez faire Y. Toutes sortes d'experts qui nous bombardent un peu de bonnes suggestions. Donc, pour voir clair dans tout ça, puis surtout pour s'assurer d'avoir une adéquation entre les besoins des citoyens et l'État pour finalement avoir une relation qui est intéressante entre les besoins des citoyens et les citoyens et l'État, ben, il fallait s'assurer d'être en adéquation. C'est pour ça qu'on a fait ces vagues de tests-là. Alors, on se basait davantage sur les résultats de ces tests-là plutôt que sur toutes sortes de suggestions. On a aussi procédé à l'analyse de la fréquentation, les statistiques de fréquentation de Québec.ca. En 2020, c'est 180 millions de pages vues. Donc, cette fréquentation-là nous renseigne sur un paquet d'aspects, donc la provenance du trafic. J'ai montré tantôt un graphique en disant que le trafic venait principalement de Google, mais aussi qu'est-ce que les citoyens recherchent, quel parcours ils font dans notre site Web. Vous devinez un peu le type de constat ou de phénomène qu'on peut observer. Donc, 180 millions de pages vues, c'est énorme. En 2021, on se dirige vers un trafic de 300 millions de pages vues. Donc, c'est encore là une partie de la voix des citoyens, leur préoccupation, ce qui est intéressant pour eux, ce qui est populaire, qu'est-ce qui est consulté, quels appareils ils utilisent, peu importe. Donc, il y a une dimension intéressante là, de la composante de la voix des citoyens dans l'analyse des statistiques de fréquentation. Et on a introduit encore là, en pleine pandémie, un agent virtuel, un chatbot qui a été installé, je pense, vers la fin de la première grande vague de contamination. Et cet agent virtuel-là se simulait, si on veut, un clavardage. Donc, les gens posaient des questions et l'agent tentait de répondre aux questions. L'agent virtuel répertoriait automatiquement tout le nouveau contenu qu'on ajoutait dans la section coronavirus. Ben, durant cette période-là, il y a eu environ 2 millions de questions posées à l'agent virtuel. L'agent virtuel répond. Donc, au total, il y a 5,5 millions d'échanges entre l'agent virtuel et les citoyens. Ça aussi, c'est une source intéressante d'informations parce qu'on a accès à toutes ces questions-là. Donc, on voit le langage utilisé par les citoyens, on voit la terminologie, on voit les préoccupations, on voit les états d'âme et compagnie. Donc, tout ça, c'est des exemples là, que je vous donne de sources de contenu, de données probantes qui nous aident à ensuite prendre des décisions qui nous servent aussi à adopter des orientations quand on partage un peu ces constats-là. Puis ça nous sert aussi de guide tout au long d'un projet comme le projet de la pandémie. J'ai une autre question. Est-ce que vous connaissez le taux d'erreur du chatbot? Oui, on peut le compiler, le taux d'erreur, mais ce n'est pas 100% automatisé. On a fait des tests d'évaluation de la performance du chatbot, mais qui étaient plus qualitatives, à savoir est-ce que les réponses que le chatbot propose sont intéressantes, sont exactes, est-ce qu'il y a une erreur? On compile aussi, est-ce que les gens sont satisfaits des réponses? Il y a une rétroaction à même l'agent virtuel qui est possible. Donc, les citoyens peuvent dire est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas de la réponse. On peut aussi mesurer la source de trafic générée par l'agent conversationnel. Donc, on évalue un peu tout ça. Ce qu'on se rend compte pour l'agent virtuel, c'est que ce n'est pas une panacée, loin de là. Pour nous, c'était une expérimentation. On mettait ça de l'avant
pour le tester. Ça a été le premier projet d'intelligence artificielle au gouvernement du Québec dans un contexte de service aux citoyens. Donc, ça a été vraiment pour nous une découverte d'un nouveau moyen de communication avec les citoyens. Puis je vais en parler un peu plus tard dans ma présentation. Je vais vous parler des contenus et des services. On parle souvent des dimensions informationnelles et transactionnelles qui existent dans les différentes entités numériques et qui sont responsables de beaucoup d'interactions entre l'État et les citoyens. Puis on parle de deux solitudes. Au Canada, les deux solitudes, c'est une expression consacrée qui teinte un peu les relations entre le Canada anglais et le Canada français. Donc, l'expression « les deux solitudes » est bien connue ici, mais à l'échelle du gouvernement, on observe un peu ce phénomène-là. Pourquoi? Parce que l'informationnel, l'information, les contenus sont typiquement gérés par des directions de communication, donc la fonction communication, et l'aspect transactionnel, l'aspect service numérique, est géré par des directions de technologie de l'information essentiellement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de deux solitudes. Donc, quand on parle de contenu et de services numériques, évidemment, le citoyen et les citoyens ne font pas la différence entre informationnel, transactionnel. Pour eux, c'est faire affaire avec le gouvernement du Québec. Pour eux, aller chercher une information ou s'inscrire ou faire une demande de prestation de services en ligne, pour eux, c'est la même démarche. Ils ont un besoin, ils ont une tâche à accomplir. Ils vont sur le site du gouvernement et ils s'attendent à avoir un résultat. Donc, c'est à nous à se mobiliser, encore une fois, pour faire en sorte de bien comprendre comment tout ça doit travailler ensemble. On a élaboré, en fait, au gré de nos exercices de consultation, d'études statistiques, on en est venu à dresser un espèce de modèle général d'interaction, si on veut, ou d'aménagement de la fonction information et transaction qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Donc, ça, ce n'est pas une orientation, c'est devenu une orientation du secrétariat, mais cette orientation-là provient d'une observation du phénomène, finalement, comment les citoyens considèrent et comment ils se comportent quand ils passent de l'informationnel au transactionnel et inversement. Donc, je vous fais l'exemple de la vaccination pour la COVID, toute la grande campagne de vaccination. À peu près tout le monde, ou en fait, beaucoup de personnes au Québec savent que la prise de rendez-vous pour un vaccin se fait dans un système qui s'appelle Clic Santé. Donc, c'est le système transactionnel qui est employé, qui a été déployé pour effectivement prendre un rendez-vous pour un vaccin. Mais bien que l'entité transactionnelle s'appelle Clic Santé, très peu de citoyens qui voulaient prendre un rendez-vous pour un vaccin faisaient des recherches dans Google, par exemple, Clic Santé. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'essentiel des citoyens qui prenaient rendez-vous faisaient une recherche au préalable. Premier geste que les citoyens faisaient, une recherche dans Google, et recherchaient des termes comme vaccin COVID Québec, rendez-vous vaccin Québec, et arrivaient invariablement sur une page d'information dans québec.ca qui parlait de la vaccination et qui donnait ensuite accès à Clic Santé, à la plateforme, donc avec un simple hyperlien. Donc, encore là, ce n'est pas nous qui avons dit on va faire une page puis on va imposer ce parcours-là aux citoyens. C'est que de façon complètement naturelle, quand un citoyen a un besoin en particulier, il ne se souvient pas de l'entité transactionnelle, même si on fait de la publicité, même si on l'annonce, au moment où un citoyen a un besoin, ce qui va déclencher, ce qui va être la première étape de sa démarche dans son parcours, c'est de faire une recherche.
dans Google. Donc, recherche, l'enjeu, comme on a dit tantôt, l'enjeu, c'est de proposer des contenus sachant que les citoyens recherchent des mots en particulier. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de proposer des contenus et que ces contenus-là donnent finalement accès à une dimension transactionnelle. Donc, quand on fait un peu le cheminement, c'est un peu ce que vous voyez à l'écran. Il y a un passage de l'information vers la transaction, ce qui fait en sorte que, c'est un peu paradoxal, mais la meilleure façon de rendre visible un service numérique gouvernemental, ce n'est pas nécessairement de faire de la pub pour faire connaître ce service-là. La meilleure façon de rendre visible un service, c'est de créer des contenus qui parlent de ce service-là et qui lui donnent accès. Donc, sachant que la majeure partie du trafic vient de toute façon de Google, c'est la meilleure façon de rendre visible. Et tantôt, je parlais de changement d'habitude, c'est que ce qui est bien ancré encore au gouvernement et dans beaucoup d'organisations, c'est de créer ce que j'appelle des destinations. On crée des entités numériques et ensuite on fait des annonces et de la publicité pour dire rendez-vous sur cette entité-là si vous avez un besoin X. Alors que le moment où on fait de la pub, où on fait de l'annonce, ne correspond pas nécessairement au moment où les citoyens ont besoin de ce service-là. Donc, au moment où les citoyens ont un besoin d'un service, là, l'enjeu, ça devient est-ce qu'il y a du contenu qui parle de ce service-là? Donc, pourquoi on passe invariablement vers l'information avant de se rendre sur la plateforme transactionnelle? C'est parce que, en principe, beaucoup de plateformes transactionnelles, pas parce qu'ils sont mal conçus, mais de par leur nature transactionnelle, les plateformes transactionnelles, en règle générale, sont moins bien référencées dans Google que du contenu brut, là, des pages de contenu. C'est beaucoup plus facilement indexé dans Google. Donc, il y a une espèce d'effet de vase communicant entre l'informationnel et le transactionnel. Et il y a quelque chose qui s'appelle l'interface. L'interface, il faut le concevoir comme une espèce de relais. Une fois qu'on arrive, que les citoyens arrivent dans l'information et quand ils basculent finalement vers le transactionnel, il faut que leur expérience soit uniforme. Donc, de l'informationnel jusqu'au transactionnel, il faut que les citoyens aient l'impression d'être toujours au gouvernement du Québec. Donc, il faut porter une attention particulière à l'expérience citoyen, la convivialité, l'identité visuelle et même rédactionnelle, une fois rendu dans l'espace transactionnel. Ce qui donne lieu à de la collaboration, des nouvelles collaborations entre les gens de communication, les gens de technologie de l'information. Donc, il ne s'agit pas de dire, moi, je fais mon contenu, puis toi, tu fais ta plateforme transactionnelle. Il faut faire en sorte qu'on puisse collaborer pour que ce passage-là soit le plus fluide possible. Un mot sur les perspectives d'avenir. Et là, oups, j'ai quitté ma présentation. Alors, je profite, Martin, juste oui. pour te dire, il reste 5 minutes avant la période de questions. Parfait. Bon, j'en ai environ pour 5 minutes, puis je n'ai pas nécessairement besoin de ma présentation. Je voulais parler des perspectives d'avenir et revenir sur l'exemple du robot conversationnel, le chatbot. Quand on voit apparaître ce genre d'initiative qui est basée sur l'intelligence artificielle, pour nous, les communicateurs, ça a été une innovation, quelque chose qu'on ne connaissait pas, et ça a été une découverte. En fait, on a découvert que la fonction communication a beaucoup plus un rôle accru, plus qu'on pensait, à jouer dans ce genre d'initiative-là. Et on s'en est rendu compte dès le départ parce que quand on met en place un robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, ça implique une notion d'apprentissage d'un algorithme. Donc,
on fait un premier moteur de réponse aux questions et on doit entraîner cet algorithme-là. Et encore une fois, si on veut une adéquation entre ce qu'on met de l'avant et les besoins des citoyens, ben, il faut employer le langage des citoyens. Donc, il faut entraîner il fallait entraîner le robot conversationnel avec de vraies questions. Donc, employer le vrai langage employé par les citoyens. Donc, encore là, ce n'est pas entre nous qu'on a réalisé ce truc-là. On s'est inspiré des questions qu'on recevait des citoyens. On a consulté notre équipe des médias sociaux qui nous ont aidés à formuler des questions les plus réalistes possibles. Donc, on ne savait pas à quel point la fonction communication était importante. L'autre dimension aussi, c'est que, étant donné que le chatbot indexe ou répertorie l'ensemble des contenus de façon automatisée, bien, on devine que la qualité des contenus a une grande influence sur la qualité des réponses que le chatbot va donner aux citoyens quand les citoyens vont poser des questions. Donc, la qualité des données dans notre contexte, dans un contexte de service aux citoyens, ben, c'est la qualité des contenus, donc la façon dont les contenus sont rédigés. Si on a des contenus mal rédigés, on a beau avoir la meilleure machine d'intelligence artificielle, ça va donner un mauvais résultat pour les citoyens. Donc, l'apprentissage et la gestion continue des contenus a un grand impact sur la performance d'un outil de conversation basé sur l'intelligence artificielle. Alors, nous, comme nos partenaires en technologie qui nous ont proposé la mise en place de ce chatbot-là, on a découvert mutuellement une nouvelle collaboration à s'établir, des nouveaux rôles qu'on ne soupçonnait pas et qui fait en sorte qu'on devra collaborer de façon plus étroite dans l'avenir. Maintenant, la performance comme telle du robot n'a pas été spectaculaire, j'ai envie de dire. Je pense que l'état ou la maturité des solutions n'est pas encore exactement au rendez-vous, mais on a abordé ce projet-là comme au moins une prise de contact avec une nouvelle notion et un apprentissage et une expérimentation. Donc, on sent que c'est une perspective d'avenir intéressante, mais on n'est pas rendu encore à obtenir des valeurs ajoutées impressionnantes avec l'état actuel des produits. Alors voilà. Alors, merci beaucoup, Martin, pour ce magnifique exposé réussi dans les temps, en plus. Fabuleux. Je voulais te demander, tu vois les questions dans le clavardage ou tu veux qu'on te les pose? Oui, posez-les-moi parce qu'il y en a beaucoup et je n'ai pas pu lire en même temps. OK. Alors, j'en avais une, donc je pense à laquelle tu avais répondu. Comment testez-vous la validité du contenu et sa présentation en lien avec les citoyens, groupe sondage? Donc ça, je pense que tu y as répondu dans ta conférence. Le taux d'erreur du chatbot aussi. Est-ce que vous collectez des données de la part des citoyens pour comprendre leurs besoins en termes de projet? Si oui, comment se fait cette collecte et comment se fait l'analyse des données collectées? Y a-t-il des feedbacks qui se font directement avec les citoyens? Ben, en termes en cours d'élaboration de projet ou au début d'un projet, ben, c'est sûr que quand on est devant un nouveau projet, souvent on va s'informer, on va vouloir incorporer dans le projet des étapes de consultation des citoyens. Et on va aussi faire en sorte que la gouvernance du projet, les décisions se prennent en se basant sur les résultats de ces consultations-là. Donc, et une fois que les projets sont en ligne, ben, on continue de faire de la veille et d'être à l'écoute de la rétroaction des citoyens pour faire de l'amélioration en continu. Donc, on va faire toutes sortes de consultations et de compilations de la rétroaction des citoyens pour s'assurer que ce qu'on propose continue de répondre aux besoins. OK. Alors, si jamais la personne qui a posé la question
veut avoir plus de compléments d'information, il suffit de retaper. Là, je vois... alors, le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement fédéral du Canada ont entrepris il y a quelques années de centraliser leurs multiples sites web avec une approche par thème axée sur les utilisateurs. Qu'avez-vous retenu ou appris de leurs expériences? Bon, d'abord, il faut le dire, là, le gouvernement britannique est probablement la source d'inspiration de la plupart des... Donc, c'est sûr que ce que vous voyez sur québec.ca, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit au gouvernement britannique. C'est les précurseurs, c'est ceux qui sont le plus avancés. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, nous aussi, on s'est tous inspirés du gouvernement britannique. Ce qui nous impressionne du gouvernement britannique, ce n'est pas tant ce qu'ils mettent en ligne, là, c'est leur démarche de recherche, leur démarche de tester et leur audace, j'ai envie de dire, parce que dans leurs grands principes, je pense qu'ils ont 10 grands principes de design. Et il y a un de ces principes-là qui est intéressant. On dit il faut concevoir pour les citoyens, pas pour le gouvernement. Donc, il faut concevoir en fonction du besoin des citoyens et non pas du besoin du gouvernement. Et ça, c'est plutôt audacieux. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement s'oublie finalement et oublie ses propres considérations et ses propres souhaits comme entité et être à l'écoute des besoins des citoyens. Donc, ça, c'est un défi que tous les États vont avoir à relever. On collabore avec les autres juridictions du Canada et le gouvernement fédéral. Donc, on échange des pratiques sur une base presque hebdomadaire. On a un groupe informel de partage de connaissances. L'avantage qu'on a au Québec, c'est ce que je mentionnais en tout début. Je pense qu'on est la seule juridiction au Canada où l'ensemble des communicateurs, l'ensemble des ressources en communication, du personnel est regroupé dans une seule entité. Alors que dans d'autres juridictions, on va avoir des entités de communication dans différents ministères. Merci beaucoup, Martin. Une autre question. On nous demande combien de temps est-ce que vous pensez que vous allez utiliser, enfin, combien de temps vous pensez utiliser pour arriver à transférer tous les contenus dans Québec.ca? Bon, ça, on l'a souvent la question. Quand on fait des présentations, et Dieu sait qu'on en fait beaucoup de présentations dans les différents ministères, on a souvent deux questions. C'est quoi votre horizon, votre planification pour compléter le travail? Puis la sous-question, c'est souvent quand est-ce que notre tour va venir? Donc, on veut estimer un peu comment tout ça va se dérouler. Et la réponse courte, c'est on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir terminé. Plutôt que de se faire, vous devinez que ça devient périlleux de tenter de faire une planification d'intégration de 800 sites web. Il y a des sites web qu'on doit réécrire au complet, il y a des sites web qu'on peut prendre tel quel. Donc, c'est un énorme travail. C'est à peu près impossible de faire une planification à long terme. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait des horizons de livraison d'un an. Puis dans cette année-là, on fait une série de ce qu'on appelle des sprints. On met l'accent sur un certain groupe d'éléments livrables. Donc, on va de façon successive comme ça, année après année, avancer. Donc, notre horizon, c'est vraiment un an. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut accomplir durant cette année-là? Et ensuite, on planifie l'année qui vient. Donc, on y va de façon beaucoup plus agile, progressive, plutôt que de se faire une grande planification qui est à peu près impossible. Il n'y a aucun pays qui fonctionne comme ça, d'avoir une grande planification. Je pense que c'est un exercice intellectuel intéressant, mais en pratique, là, ça ne serait pas du tout utile de faire ça. C'est toujours une très bonne question parce que effectivement, on peut se dire, quand est-ce qu'on va avoir terminé cette grande aventure-là? La vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas. Puis probablement que quand on va avoir terminé, là, on va être en phase d'amélioration continue, toujours, parce qu'il va y avoir des nouveaux services, des nouveaux programmes, des programmes qui vont peut-être être abandonnés.
Donc, on n'aura jamais terminé, même si on aura convergé l'ensemble des sites dans québec.ca. Merci, Martin. Je reviens à une question que je n'avais pas vu poser avant. Étant donné toute cette information disponible sur québec.ca, comment expliquer les conférences quotidiennes du premier ministre et du directeur de la santé publique? Bien, moi, j'utilise beaucoup l'expression d'antichambre. Durant la pandémie, québec.ca devenait l'antichambre des autorités du gouvernement. Donc, il y a c'est pas tout le monde qui va sur le web, il y a des gens qui écoutent la télé. Donc, pour avoir un maximum de personnes, de citoyens qui sont au courant des nouvelles directives, des nouvelles mesures, ben, il faut multiplier nos moyens de communication. Donc, relations publiques, des annonces formelles par le premier ministre et les autorités du gouvernement. Bien sûr, des contenus sur québec.ca, une présence dans les médias sociaux, de la publicité aussi. Donc, on devenait l'antichambre parce que on voit la fréquentation du site dans le moment de la journée et durant les points de presse, on avait une crête. En fait, c'était le moment dans la journée où les gens consultaient le plus québec.ca. Puis je parle d'antichambre parce que les gens, typiquement, écoutaient le point de presse et ensuite arrivaient sur québec.ca pour obtenir des détails, des réponses. Donc, on était complémentaires aux annonces. Puis je pense que c'est normal en temps de crise que les grandes autorités de l'État fassent le point et fassent des déclarations en général. Et ensuite, ben, les détails, on les obtient dans les différents médias, dont québec.ca. Merci. J'ai une question. À quel point les non-citoyens résidents, et là on parle des personnes immigrantes ou des réfugiés, à quel point les non-citoyens résidents ont connaissance de ce site et de ses ressources et ils trouvent du contenu adéquat? Est-ce que vous collaborez avec des OBNL qui travaillent avec ces gens-là? Oui, le ministère de l'Immigration collabore avec beaucoup d'organismes, sont situés beaucoup à Montréal, ont un réseau, sont très bien réseautés avec différents organismes pour faire en sorte justement que si les personnes souhaitent utiliser d'autres moyens que les moyens numériques, ben, parviennent à trouver l'information. Cela dit, si les citoyens ou les futurs citoyens cherchent de l'information, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'existence de québec.ca, mais peut-être qu'ils vont arriver sur nos contenus quand même parce qu'ils vont faire une recherche et ils vont accéder directement à la bonne information. Donc, on n'a pas de données là-dessus, mais dans nos relations avec le ministère de l'Immigration, on souhaite s'assurer qu'il n'y ait pas de porte-à-faux, là, puis qu'on n'échappe personne. Merci. J'ai une question à propos de l'écriture. Félicitations pour cette grande entreprise. Qui rédige les contenus? Est-ce que ce sont des gens de votre équipe ou plutôt des experts de contenu des ministères et des organismes? Bien, en principe, c'est des gens directement dans les ministères. C'est eux qui sont proches des préoccupations. C'est eux qui sont les experts de contenu, qui ont l'expertise en rédaction aussi. Donc, nous, on est un peu la tour de contrôle et on gère un peu le contenant. Dans le contenant, il y a bien sûr la coquille et tout, technologique, mais il y a aussi des guides, des bonnes pratiques, des politiques. Mais l'action de rédaction comme telle, c'est les différents ministères et organismes qui continuent de gérer leur propre contenu, mais au lieu de gérer leur contenu dans leurs sites locaux, ben, ils le font dans québec.ca. Donc, il n'y a pas de mécanisme d'approbation de contenu par notre équipe, par exemple. Donc, le contenu est géré de façon libre par les différents ministères et organismes, exactement comme ils le faisaient avant, mais dans un autre outil, dans un contexte de québec.ca, puis ben, en appliquant des bonnes pratiques et des politiques éditoriales et des guides. Merci. Peut-être un peu dans le même ordre d'idées, avez-vous prévu une façon de gérer les mises à jour et les ajouts de nouveaux contenus? Ben oui, c'est assez organique comme gestion continue. Encore une fois, chaque ministère, organisme est responsable de s'assurer
qu'il ne manque rien, que le contenu est à jour, que du contenu désuet soit effacé. Donc, les différents ministères et organismes connaissent très bien leur contenu, donc arrivent à gérer de façon efficace. Mais il n'y a pas de système automatisé pour dire on envoie un rappel pour vérifier telle page. Tout ça se fait de façon plutôt organique, mais je dirais que ça va assez bien parce que les gens connaissent, encore une fois, connaissent très bien leur contenu. Et une question sur la gestion, en fait, de l'information à l'interne. Quelqu'un nous demande, est-ce que les communications internes entre les départements et ministères bénéficient aussi d'un site interne unique, cohérent, qui permet le partage d'informations, de contenu et les dialogues entre les divers membres du personnel? Non, malheureusement, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'intranet, il n'y a pas de site web pour l'interne unique pour l'ensemble du gouvernement. Il y a des forums qui ne sont pas numériques. Là, par exemple, on organise une journée de la communication gouvernementale où là, on invite l'ensemble des communicateurs, communicatrices gouvernementales. Donc, il y a une activité, il y a un peu de réseautage, mais il n'y a pas de lieu de publication unique. Beaucoup de ministères ont leur intranet, mais il n'y a pas de site interne centralisé au gouvernement. Malheureusement, mais en même temps, c'est difficile de voir comment on pourrait remplacer des intranets très spécialisés, très riches en contenu aussi, par une autre entité qui serait gouvernementale. Là, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait vraiment le tour des questions. On approche de la fin et de la pause. Je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot, Martin, parce qu'on va se retrouver de toute façon avec des acteurs du gouvernement pour une table ronde après la pause tout à l'heure, donc à 9h, excusez-moi, à 10h30, on commence la table ronde avec des acteurs du gouvernement qui vont continuer de nous expliquer comment ils ont réussi à implanter des projets de simplification, de clarification des communications. Et Martin sera co-animateur avec moi. Donc, en fait, on va continuer sur cette lancée, mais je veux peut-être juste te demander si tu veux nous dire le mot de la fin, Martin. Ben, le mot de la fin que je pourrais dire, c'est que bien que on est rendu à notre 4e année, nous, on a l'impression d'être au début de quelque chose. On ne fait que commencer notre grande aventure, notre aventure collective aussi. Donc, on a besoin de ce genre de colloque-là. On a besoin de vous, j'ai envie de dire, les chercheurs, pour nous guider, continuer d'échanger avec nous pour finalement adopter les meilleures pratiques pour les citoyens. Donc, moi, j'espère que on va continuer notre collaboration, nos échanges pour les années qui vont venir parce qu'on en a besoin. Merci, Martin. Merci. Véronique, est-ce que tu dis un dernier mot? Un dernier mot sur Merci beaucoup pour ces échanges qui montrent à quel point l'écriture est devenue un enjeu de démocratisation. On parlait de l'accès à la lecture pour tous au XXe siècle, et je pense que le XXIe siècle, c'est vraiment l'accès à l'écriture pour tous, et que ce qu'écrivent les usagers est au service, en fait, des ministères. Et donc, c'est quand même un changement de paradigme. Et puis, un deuxième point qui ouvre des perspectives très importantes, c'est ce double défi communicationnel. C'est-à-dire que non seulement il y a à penser les usagers, mais comme vous l'avez dit, à l'intérieur des ministères, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et se penser comme un système ouvert, puisque c'est par le contenu que Google va retourner au ministère. Et là, je pense qu'effectivement, même si ça fait 4 ans, on est au tout début de cette révolution, que ce soit ici, chez vous, ou en Europe, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Merci. Merci infiniment, Martin. Merci à tous les participants et merci à tous les participants qui ont bien voulu nous envoyer des questions. C'est très, très apprécié. On s'ajuste un petit peu à la technologie pour les lire. On y arrive. Merci de nous aider. On va passer à la pause. Nous avons 20 minutes de pause et nous nous retrouvons donc à 10h30 avec la CNSST, la SAC et le ministère de la Famille, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. À tout à l'heure et merci. Merci. Au revoir.
Au revoir.